Salut à toutes et à tous, chers fans de basket, et bienvenue pour un épisode de Ficelle. Aujourd'hui, on va parler Euroleague, et pour m'accompagner, Christophe. Salut Christophe. Salut. Et également Romain. Salut Romain. Salut les gars. Alors écoutez, on va parler de cette phase allée d'Euroleague qui nous a régalé. Et on va commencer par parler des clubs à plus de 50% de victoire. Alors, on a l'Olympiakos. Alors, je vais vous citer la liste, qui est à exactement 11-6. 11 victoires et 6 défaites. Voilà. Ensuite, juste derrière, on a le Real avec 11 victoires, 6 défaites également. Baskonia avec 11 victoires, 6 défaites. Le Barça avec le même bilan. L'AS Monaco, même chose. Le Fenerbahçe avec 10 victoires et 7 défaites. L'Anadolu Efes avec 9 victoires et 8 défaites. Le Žalgiris Kaunas avec 9 victoires et 8 défaites. Et ensuite, on a également le Maccabi Tel Aviv et l'Étoile Rouge de Belgrade avec le même bilan de 9 victoires et 8 défaites. Alors, je voulais vous demander quels sont les clubs qui, sans surprise, répondent aux attentes. Je vais commencer par Romain. Moi, j'ai envie de dire quasiment tous pour les 8, mis à part, alors on va commencer par ce qui moi m'étonne pas, hein, Olympiakos Real tout en haut, Barcelone qui a le même bilan, pareil, je suis pas étonné. Donc pour moi, logique respectée là-dedans. Avant le début de la saison, moi je mettais des doutes sur le Fenerbahçe parce que Scotty Wilbekin, je vois qu'a priori c'est plus que bien coaché malgré tout le changement de roster et ça joue plutôt pas mal avec Calates. Donc ça, je dirais que je suis pas forcément étonné, mais je m'attendais à moins bon que ça. L'Anadolu qui pareil galère un tout petit peu, on va dire, sans Larkin. Mais bon, au final, ça va remonter, je pense tranquillement. Puis Clyburn, évidemment, incroyable en 6e homme. Je suis plus étonné, en fait, par Vitoria, où je ne m'attendais pas du tout à aller voir aussi haut, aussi bien. Ça joue bien, ça shoot beaucoup à 3 points, et pour moi, ça fait partie de la grosse surprise de mon côté pour le top 8. Voilà. Après, Monaco est dans le rang aussi, logique qu'on les retrouve 5e, en tout cas dans le top 8 pour l'instant. Ok, écoutez, c'est vrai que l'Olympiakos, ce que je trouve énorme, alors déjà on a un Sacha Vezenkov qui est exceptionnel. J'ai envie de dire, on a encore beaucoup de chance de l'avoir en Europe. Un joueur de ce calibre-là, c'est du caviar. Ils sont sur finalement, ils continuent la lancée de l'année dernière, en fait. Ils sont sur les mêmes standards. Ils ont une victoire de moins, mais c'est vraiment c'est une belle continuité. Pour moi, ils sont clairement candidats au Final Four. Cette année. Et puis, quand je regarde, tu vois, ce qui est intéressant, j'ai regardé, c'est la meilleure attaque avec plus de 86 points. Et c'est aussi une des meilleures défenses avec 77,2 points encaissés seulement. Donc, il y a plutôt un bon équilibre par rapport à ça. Christophe, je ne sais pas si tu voulais réagir sur quelques équipes qui répondent aux attentes. Tout d'abord, je voulais juste dire qu'en fait, effectivement, on est sur une saison quand même assez dense. Et je me suis amusé à regarder l'année dernière à la même époque de l'année, c'est-à-dire à la fin de la phase allée. Et donc, cette année, on a les 5 premiers qui sont à 11 victoires et 6 défaites. Et l'année dernière, par exemple, le premier qui était Barcelone était à 15 victoires et 2 défaites. Donc, et alors, on avait le Real derrière qui était à 14-3 et Olympiakos qui était à 12-5. Donc, la tête de classement, c'était beaucoup plus haut que cette année. Donc, il y a beaucoup plus de densité, notamment vers le haut du tableau. 5 équipes qui sont au même nombre de victoires, c'est quand même
c'est quand même incroyable. Donc, par rapport aux équipes qui répondent, effectivement, il y a l'Olympiakos et je dirais les mêmes en fait. Le Real et le Barça aussi sont là. L'Anadolu, dans le sens où finalement ils font leur début le début de saison habituel, c'est-à-dire tout doucement, avec un bilan négatif, et puis petit à petit, comme un diesel, ça se met en route et ça commence à gagner un peu plus de matchs. Alors pour l'instant, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, mais enfin, ils sont quand même en train de remonter vers le haut du classement. Bon, faut dire qu'ils avaient commencé assez bas, mais voilà. Donc effectivement, on retrouve les mêmes. Et Olympiakos, Real, Barça, Anadolu, ça a une bonne tête de Final Four, ça. Il y a pas de souci là-dessus. De toute façon, c'est le même que l'année dernière. Alors, moi perso, je voulais aussi parler de Monaco, parce que Monaco, ils répondent aux attentes. Moi, j'avais des doutes sur le fait que Eli Okobo puisse bien se compléter avec Mike James. J'avais peur qu'il se marche un peu dessus, quoi. Et au final, ben, pas du tout. Ça fonctionne à donf. En plus, des fois, il y a des moments, on le voit un peu dans un rôle de genre playmaker, quoi. Donc moi, j'adore. Et puis, tout le monde se met au diapason, quoi. On voit aussi bien Alpha Diallo, Yacouba Ouattara, qui peut être encore précieux. On a Jordan Lloyd aussi. Alors malheureusement, il s'est blessé, mais il ne devrait pas tarder à revenir. Ouais. Et il manque en ce moment. Et puis Motier Younas et Donteo là à l'intérieur, ils font le boulot. D'ailleurs, Motier Younas, ça me fait plaisir parce que j'attends quand même sur les matchs qui vont être importants, les matchs couperés. Mais là, cette année, il revient fort. Et après, il gagne contre des grosses équipes, contre l'Olympiakos, contre Baskonia, qui, c'est vrai, est un peu une surprise. Contre le Real, moi j'ai vu le match, mais c'est fou, quoi. Et quand tu vois qu'ils gagnent des matchs comme ça, je me dis, s'ils font pareil dans les matchs couperés, il peut rien leur arriver, quoi. Moi, je les ai quand même mis quand même en surprise Monaco parce que autant on s'attendait à mieux que l'année dernière, autant quand même se battre pour la première place depuis le début. Je les voyais pas aussi bien quand même. Je voyais pas la Moi mayonnaise aussi. prendre aussi bien, quoi. Moi, j'avais peur qu'en début de saison, ça prenne pas trop, et au final, ils sont énormes. Et, mais j'ai envie de dire attention au match piège, hein, parce que Milan, ils auraient pas dû perdre ce match. Et le Partizan aussi, hein. Mais bon, le Partizan, on sait que quand le Partizan joue à domicile, c'est des grosses ambiances, donc Ouais. c'est toujours des matchs pièges. De toute façon, victoire ou défaite, c'est souvent de très peu de points en ce qui concerne Monaco. Et c'est d'ailleurs aussi le Et cas en championnat domestique. en ce qui concerne, alors Real Barça, là, pas de surprise également, mais en ce qui concerne le Fener, vous, vous êtes surpris de les voir un peu dans le dur en ce moment parce qu'ils sont quand même depuis, alors il y a eu des blessés, c'est vrai que ça n'a pas aidé, mais ils sont quand même sur les derniers matchs à 6 défaites en 7 matchs, dont 5 de suite. Je vais commencer par Romain. Alors, dans le dur, il y aura forcément des équipes qui vont être dans le dur là, dans les semaines qui arrivent. Euh, pour moi, le Fener, je les mettais en surprise, c'est-à-dire que je m'attendais pas forcément, on parlera après après le top 8, je m'attendais pas forcément à les voir dans le top 8, moi, le Fenerbahçe, en début de saison. Donc pour moi, ouais, ça fait partie des surprises aussi. Euh, pour la suite, j'ai un peu de doute. Est-ce qu'ils arriveront à rester dans le top 8? Parce que je vois pas ceux qui sont derrière pour deux, trois équipes rester là où ils sont. Et je les verrais plutôt remonter vers le haut. Euh, ouais, à voir pour le Fener. Pareil, hein, je pense que le Zalgiris peut éventuellement dire que c'est une surprise. Pas tant que ça quand on voit le jeu qui développe entre eux, ça joue vraiment très bien. À voir sur la blessure de Evans qui est out pour la saison évidemment, mais Polonara qui arrive. J'ai vu passer une petite rumeur sur Twitter qu'un petit Malcolm Delaunay qui est free agent, pourquoi pas une petite pige pour rester en playoff et pourquoi pas accrocher un Final Four vu que le Final Four va être à Kaunas. Donc ce sera aussi une équipe un peu pour la gratter. Je pense qu'ils eux vont réussir à se battre pour le top 8.
Ok, Christophe, ton Ouais, avis? oui, alors effectivement, alors ils ont fait un début de saison tonitruant. Ils étaient la meilleure équipe, c'est eux qui ont le mieux commencé, Alors, juste, notamment avec un 5-0, je crois, ils démarrent avec 5 victoires. là, j'ai les stats. Sur les 12 premiers matchs, ils sont à 10 victoires. 10 Ouais, victoires. ouais, Et en Ligue turque, ils étaient même à 9 victoires de suite. ouais, ouais. Mais alors après, effectivement, il y a des blessures, mais là, ils marquent un peu le pas, mais je les vois remonter parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison, il y a un très beau roster. Il y a Kostas Antetokounmpo qui arrive Mm. pour donner un coup de main dessous. Itoudis, enfin, moi, je le vois comme un excellent coach. Cette équipe, elle est très séduisante. Elle était séduisante sur le papier en début de saison et elle a très bien commencé. Il n'y a pas de raison, hormis une avalanche de blessures. J'avais un petit doute sur Wilbekin, qui n'est pas forcément un joueur qui est capable de s'inscrire dans un collectif, mais finalement, ça marche pas mal, hein. Euh, avec Kalatas, ils sont très complémentaires. Donc, euh, problème de blessure mis à part, je les vois reprendre leur marche en avant et être un concurrent sérieux pour le Final Four. Ils ont si bien joué en début de d'Euroleague là qu'il n'y a pas de raison que tout parte avec le phénomène Motley qui est quand même incroyable, ce joueur, incroyable. Mm. Booker, Moi aussi, Motley et Antetokounmpo, là, je pense que dessous là, ça va être costaud, hein. moi aussi, je les vois bien remonter. C'est vrai que les blessures n'ont pas aidé, même en réintégrant les joueurs à l'effectif. Mais Itoudis, j'adore, c'est un des meilleurs coachs pour moi. Et en ce qui concerne les autres joueurs du roster, j'aime beaucoup Nigel Hayes, qui peut apporter même en sortie de banc. Carson Edwards, c'est vraiment pas mal. Alors Will Buckin, des fois, j'avais regardé le derby face à l'Anadolu. Je trouve qu'il joue un peu perso encore, hein. Ouais, Mais ouais, c'est plutôt bien coaché par Paris Toudis quand même. oui, oui, je pense qu'il a la main. Ouais. Il a Je passé pense que tellement de temps au Maccabi à arroser qu'on peut pas, Ouais. c'est un peu ça. On peut pas le changer, quoi. ouais, on peut pas le Mais je changer pense aussi que ouais, rapidement. il le tient bien, hein, il tout dit, hein, on voit bien que voilà. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un peu péter l'équipe entre guillemets, hein, de par son jeu qui était vraiment une catastrophe l'année dernière au Maccabi. Et là, a priori, ça a l'air de bien tenir. Donc tant mieux, tant que ça tient. C'est voilà, c'est ce qui pourra leur arriver de mieux. Il ne faut pas que les fils se touchent à un moment donné et puis que ça pourrisse un peu le groupe ou qu'il commence à y avoir des déclarations ou des matchs un peu où il veut gagner tout seul. Un peu comme pour Mac James en fait, hein, à Monaco. Juste pour en revenir vite fait, j'ai pas du tout aimé son comportement aux partisans. Alors, ok, ils ont explosé complètement en fin de match. Ils commencent sur un 5-0, un shoot à 3 points, première intention au bout de 5 secondes en attaque. On se dit ça va faire un match incroyable. Puis au final, il a fait que de se plaindre, il boudait tout le temps. Bref, c'était pas le meilleur Mac James. On Donc n'est pas après, sur à le voir, meilleur Mike voilà. James en ce moment, hein. C'est Ouais, un peu ouais, ouais. problématique, hein. Heureusement qu'il y C'est a un peu Okobo. ça. C'est ça. Ouais. Et là aussi, pareil, heureusement qu'il est plutôt bien coaché ou en tout cas qu'il sert bien la vis parce que ouais, ça peut, je pense que ça peut péter dans le collectif Tout alors à que ça fait. tourne plutôt bien, quoi. Ok. Rappelez-moi, Bielica, il joue toujours pas. Non. Non, 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 il est non, toujours pas non, je l'ai opérationnel, pas hein. vu. C'est vrai que ça va être intéressant de voir quand s'il revient cette saison. Ah ouais. Ça serait intéressant, ouais. Bah écoutez Là, les gars, ça va aider, hein. Ah oui. ah bah, Il y a clairement, joueur, hein, il y a joueur. si vous le voulez bien, si vous avez rien à ajouter, on va parler des équipes qui nous surprennent, même si Romain en a abordé quelques-unes. Bah écoutez, je vais commencer moi. Baskonia, clairement. C'est d'un côté un peu une surprise, mais Joan Peñarroya, le coach, je l'avais découvert en BCL. Et là, en Euroleague, clairement, c'est une révélation. Donc ça me fait super plaisir pour lui. Marcus Howard, là aussi, c'est pas une découverte, mais on se rend compte que c'est une vraie scoring machine, quoi. Le mec est inarrêtable. Et puis après, ils ont un gros backcourt US quand même, avec Pierre Henry et Darius Thompson.
Et puis j'aime bien le fait aussi qu'il y ait des joueurs baltes dans cette équipe. Il y a Mike Kotsar, l'Estonien. On a les Lituaniens Giedraitis et Sedekerskis. Et puis après, on a des vrais joueurs de devoir comme Matt Costello, Dalton Holmes. Franchement, il y a plutôt une bonne alchimie dans cette équipe et ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont donner en play-off, parce que je pense qu'ils vont aller en play-off, à moins vraiment que ça s'effondre. Mais honnêtement, elle est incroyable, cette équipe de Baskonia. Je demande d'en voir plus même. Et après, tu en avais parlé, Romain, également, le Žalgiris. Est-ce que cette équipe du Žalgiris, elle serait pas un peu une équipe dangereuse quand on l'attend le moins? Parce que déjà, ils ont un coach lituanien, donc ils sont un peu revenus aux bases par rapport à ça. Keenan Evans, scoreur de ouf. Malheureusement, il s'est blessé et j'ai cru comprendre qu'on n'allait pas le revoir. C'est un peu la douche froide par rapport à ça. Mais après, il y a des vrais bons joueurs, hein. Roland Schmitz, Ah oui, le laiton. Alors lui, c'est confirme. la bonne pioche de l'intersaison. Tout à fait. Vraiment, c'est. Et là, en plus du bon noyau de joueurs lituaniens qu'ils ont, avec Ulanovas, Birutis, Dimza, ils vont avoir Polonara qui est arrivé. Achille Polonara. Donc attention, le Žalgiris, je mettrais peut-être une petite piécette sur eux. Tu voudrais réagir sur ça, Christophe? Je vous rejoins en ce qui concerne Zalgiris et Baskonia. Baskonia, je voulais juste dire qu'en fait, finalement, quand tu regardes le roster, c'est pas des noms très ronflants, beaucoup moins ronflants que dans d'autres équipes, mais c'est une très bonne surprise, hein, pouvoir s'insérer parmi les 6 premiers, les 5 premiers de l'Euroleague. Franchement, en début de saison, on n'aurait pas à parier là-dessus, hein. L'étoile. Alors, on était sur les 10 premiers, donc l'Étoile Rouge, qui est sur une très très belle dynamique, hein, en termes de surprise. On est sur 8-2 là, sur les 10 derniers matchs. Donc c'est d'ailleurs la meilleure dynamique de l'Euroleague, sachant qu'il y a encore Campazzo là, qui va pouvoir bientôt, plus ou moins jouer. Donc ça ne devrait pas baisser le niveau de cette équipe qui est très très efficace. Voilà, Baskonia, Kaunas, Étoile Rouge, et voilà, ce sont les belles surprises de ce début d'Euroleague. Ah ben, avant de laisser la parole à Romain, l'Étoile Rouge, je les ai notés aussi. Eux, c'est vraiment un coup de cœur, hein. Parce qu'au début de saison, même en voyant l'effectif, on se dit, ça va pas prendre. C'est une équipe qui va rester en bas de classement. Et Duško Ivanović arrive. On sait que c'est un coach avec des méthodes dures. On sait que c'est un coach qui ménage pas les joueurs aux entraînements. Et ça a complètement changé la donne. C'est une équipe. Alors certes, ils scorent moins que certaines autres formations, mais ça peut défendre dur. Et en plus de ça, alors déjà, ils ont au niveau des postes arrière, ils ont Nedovic, ils ont Vildoza. Ils ont alors Facundo Campazzo qui a rejoint l'équipe, mais pour l'instant qui peut pas rejoindre le club en Euroleague parce que normalement ils étaient interdits de recrutement. Apparemment c'était pas top au niveau financier. Oui, qui a quand même fait un premier match c'est quoi? C'est la Ligue Adriatique, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Où Ouais. il a explosé les stats. Waouh! Mais c'est là où tu te dis, s'il rejoint ensuite le club qui peut jouer des matchs d'Euroleague, quand tu vois déjà même Petrousev qui commence à exploser, à sortir des stats. Moi, cette équipe, je veux dire, au-delà des individualités, j'ai l'impression de voir un vrai collectif, notamment en défense. Donc attention, eux vraiment, j'aimerais pas les prendre s'ils se qualifient en play-off, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens pas beaucoup d'équipes qui veulent les jouer en ce moment. C'est très très dur. C'est clair. Romain, si tu veux nous donner ton avis sur ces équipes-là. Moi, comme je disais, j'avais anticipé un peu, mais ouais, Vitoria, au final, pour moi, c'est vraiment l'étonnement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut. Moi, Marcus Howard, je le découvre. Je n'avais pas creusé plus que ça quand il était arrivé. Et puis, au final, joueur énorme, top scorer. Ça shoot à gogo et ça rentre. Il a encore mis un buzzer de derrière le panier ce week-end contre Valence pour la victoire, incroyable.
Pierre-Henry aussi, hein. Alors lui, pareil, hein, des fois, il peut être sur courant alternatif, donc faudra faire attention. Et puis c'est vrai que au final, c'est hyper bien coaché, ça joue bien ensemble. Un jeu très écarté, beaucoup de contre-attaques, beaucoup de shoots à 3 points aussi. Je regardais, ils sont rendus à 495 shoots à 3 points. Le deuxième, c'est l'Efes qui en a shooté 459. Et sur les 495, ils en mettent 190. Donc c'est quand même monstrueux en termes de pourcentage. C'est l'équipe qui shoot le plus à 3 points, évidemment. Moi, après, concernant l'Étoile Rouge, le Maccabi, je vais me mouiller un peu parce que après, il y a d'autres équipes qu'on va parler tout à l'heure. Et je les vois pas. Alors, déjà, pour moi, le Maccabi, c'est un peu dans le même esprit que le Pana. Ça fait des années qu'ils galèrent et je pense que c'est parti pour continuer. Je vois pas le Maccabi accrocher les playoffs. Et je pense que l'Étoile Rouge, ça va être pareil ou ça va pas être en playoff. En tout cas, ça va rester juste aux portes des playoffs. Pour moi, c'est les deux équipes qui vont rentrer dans le rang, malgré l'énorme roster qu'ils peuvent avoir si jamais Campazzo arrive et joue bientôt. À la différence en effet, de Kaunas où je les vois bien faire les playoffs. Petite surprise au final qui soit dans les 8 vu ce qu'il y a derrière. Après, à domicile, Kaunas, hein, cette victoire de défaite, je pense pas qu'ils vont en lâcher beaucoup. De toute façon, des défaites à domicile. Mais ouais, avec l'arrivée de Polonara, peut-être un ailier pour aider tout ce beau monde à aller en playoff et rêver d'un Final Four à domicile, ce qui serait un exploit, hein, je pense, vu toutes les équipes qu'il y a. Voilà, pour moi, c'est les surprises Victoria Kaunas et puis un peu moins Maccabi Étoile Rouge. Ok. Bah écoutez, on va passer aux équipes dans ces formations à 50% de victoire. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous déçoivent? Je vais commencer par Christophe. Dans les équipes à plus de 50%. Oui, C'est ça? est-ce qu'il y en a Ouais. qui te déçoivent? On en a parlé, c'est le Fener qui est un peu en difficulté en ce moment par rapport à son début de saison. L'Anadolu, mais bon, c'est une demi-déception, c'est-à-dire on sait très bien que ça va remonter. Non, 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 je pense que j'ai tout dit sur les 10 premiers. Les gros sont là. C'est plutôt les surprises qui sont à noter parmi ces 10 premiers. Donc, non, rien de plus pour moi. J'ai plus à dire sur les équipes entre 11 et 18. Ok, Romain, même chose, ou tu as une équipe qui t'a déçu plus qu'une autre dans Non, pas pareil. Déception plus ou moins. Enfin, c'est même pas une déception au final, hein, c'est que l'Anadolu FS, ouais, c'est mode diesel et eux, ils vont remonter tranquillement. Je suis absolument pas inquiet pour eux. Tout ça, sans Shane Larkin qui a pas fait de match depuis le début de la saison, entre guillemets, puisqu'il en a fait qu'un seul. Et il s'est blessé. Donc, ça tient la baraque, même sans lui, sans problème. Donc, non, pas vraiment de déception là-dessus. À part juste le numéro au classement de la Danone, c'est tout. Ok, bah écoutez, même pratiquement la même chose pour moi. C'est vrai que l'Anadolu FS, on pourrait se dire qu'ils sont pas mieux au classement, mais on a l'habitude avec eux, même les précédentes saisons, ils commencent doucement et ensuite ils finissent en trombe, notamment en play-off. Et ils ont été jusqu'en finale et ils ont gagné le titre encore la saison précédente. Donc attention à surveiller cette équipe de l'Anadolu FS. Et une petite déception pour le Maccabi, ouais, même si je trouvais qu'ils avaient beaucoup chamboulé l'effectif, que c'était même de trop, il y a quand même quelques points positifs. Roman Sorkin, j'aime beaucoup. Il reste sur 5 victoires de suite, mais après, je pense que ça irait pas plus loin. Je les vois pas en playoff, moi aussi. Ils avaient bien démarré, hein, le Maccabi. Ouais, plutôt, ouais. Tout début de saison, c'était très très bien.
Ouais, et ensuite, Concernant Anadolu, de toute façon, on attend le retour de Larkin. Forcément, ça va améliorer. C'est-à-dire qu'à l'arrière, entre Larkin, Misic et Clyburn, ça va être c'est monstrueux en fait. C'était déjà très très fort avant, mais là ils sont trois. Ça va être monstrueux. Enfin, ça va être très compliqué à tenir. Donc ok. forcément, l'Anadolu va remonter. Ben, on va parler des équipes à moins de 50% de victoire désormais, donc de la place 11 à la place 18. Je vais les citer. On a le Partizan Belgrade avec 8 victoires, 9 défaites. On a la Virtus Bologne avec 8 victoires, 9 défaites. Valence, 7 victoires, 10 défaites. Le Bayern Munich, l'Olympia Milano, le Panathinaikos et l'Asvel à 6 victoires, 11 défaites. Et en fin de classement, on a l'Alba Berlin à 5 victoires, 12 défaites. Est-ce que dans ces équipes qui, pour la plupart, sont à moins de 50% de victoire, il y en a que vous auriez pensé plus haut dans le classement? Je vais demander à Romain. Romain? Pardon, Ah, pardon, les gars. J'ai pas activé le micro. Non, oui, évidemment, les trois gros noms, hein, au final, qui sont de 11 à 18, où je m'attendais pas à une aussi grosse galère. Milan, qui est vraiment en grosse galère. Bologne et le Partizan. Bologne Partizan, qui, j'ai l'impression, monte quand même en pression, j'ai envie de Oui, dire. oui, oui. Oui, oui. Commence Ça s'arrange. tranquillement à évoluer un peu de manière très positive. Notamment, j'ai adoré le match de Bologne au Barça la semaine dernière, et puis le match du Partizan contre Monaco qui repart avec une petite fessée quand même. Je suis très étonné quand même de Milan qui galère comme ça, quoi. Je m'attendais pas à ce que ces trois-là soient si bas ou aient autant de difficultés, même s'il y a eu beaucoup de changements dans ces trois rosters. Euh, Forcément, on bosse à un top 8 pour ces trois équipes. Se dire qu'ils ne le feraient pas, ce serait entre guillemets étonnant, mais au final, pas tant que ça, parce que le niveau est tellement énorme que au final, ce serait plutôt logique. Donc ouais, je suis étonné par ces trois équipes. alors, avant de demander à Christophe son avis, moi perso, toutes les équipes comme le Pana, l'Asvel, même s'il y a eu il y a eu un peu du mieux avec 3 victoires contre des grosses équipes dernièrement, mais je ne m'attendais pas à des miracles. Le Pana, je m'attendais un peu mieux, mais on se rend compte que dans une Euroleague aussi dense, c'est compliqué et puis ils défendent pas. Faut dire ce qui est, ils défendent pas. Ouais, puis, Euh, et puis les clubs allemands, pour moi, c'est pas une surprise. Même le Bayern, c'est-à-dire que le Bayern, pour moi, depuis le départ de Jalen Reynolds et de Wade Baldwin il y a quelques années, pour moi, c'est plus les mêmes ambitions. Et ma grosse déception, pour moi qui suis le championnat italien, c'est la Virtus Bologne et l'Olympia Milano. C'est-à-dire qu'on a des équipes, c'est des grosses défenses, ok. Milan est même je crois que c'est la meilleure défense, mais c'est les pires attaques. C'est les pires attaques. C'est-à-dire que on a la Virtus Bologne, il score 72,6 points de moyenne, et en ce qui concerne Milan, c'est 70,5 points. C'est terrible d'être à ce niveau-là, hein, surtout dans une compétition comme l'Euroleague. Alors la Virtus, à la limite, je peux essayer d'être gentil en me disant, bon, ils ont du mal à assurer la transition entre l'Eurocup et l'Euroleague. Mais l'Olympia Milano, quand on voit les attentes qu'il y a depuis des années et que ça n'arrive pas à aboutir, moi, honnêtement, je ne serais pas contre me séparer d'Ettore Messina. Ettore Messina, j'ai l'impression que le coach qu'on connaissait, la légende, c'était à l'époque de la Virtus Bologne, même si c'était une époque où le basket européen n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui. Il y avait l'époque les premières années au CSK, mais maintenant, depuis qu'il a coaché le Real Madrid, j'ai l'impression que c'est plus le même coach. Je ne sais pas si c'est son passage en NBA qui a fait que. Mais là, c'est triste. Je vais.
Je vais demander son avis à Christophe. Ouais. Toi, les clubs italiens, grosse Mais déception. carrément, Milan, c'est la plus grosse déception de cette moitié de saison d'Euroleague. C'est un énorme roster. De toute façon, on parle de Milan, Belgrade et Bologne. C'est les 3 plus gros rosters de ces équipes qui sont en deuxième moitié de classement. Et en plus, c'est aussi 3 euh, énormes coachs. Enfin, c'est parmi le gratin du coaching européen. C'est peut-être même le top 3 des coachs en termes de notoriété, en termes peut-être aussi, en tout cas avec Obradovic, en termes de résultats. Les voir en difficulté comme ça, ça interroge. On se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une évolution du basket? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu en perte de vitesse? Évidemment, la plus grosse déception, c'est Messina à Milan. L'équipe est quand même monstrueuse. Shield, Nicolo Melli, tout ça, c'est des joueurs qui sont. C'est le top européen. Voigtman, c'est des joueurs. Baron, Pangos. Vous vous rendez compte, Kevin Pangos? Enfin, tout le monde le voulait, Kevin Pangos. C'était très très bon meneur. Là, ils ont récupéré Luau Cabarro. Datomé, c'est effectivement peut-être qu'un changement d'entraîneur pourrait être la solution parce que là il y a quelque chose qui va pas. C'est incroyable. Alors même s'il y a quand même beaucoup de blessures, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Brandon Davis, c'est quand même un nom. Enfin, on comprend pas d'ailleurs pourquoi Barcelone s'en est séparé. Pour partir sur Bologne aussi, le roster est énorme. Avec Monsieur Scariolo aux baguettes. Moi, je suis très étonné que ça marche pas mieux que ça, même si ça s'arrange un petit peu. Moi qui suis fan absolu de Teodosic, je comprends pas. Alors à noter quand même qu'il y a des Français dans ces équipes qui tirent leur épingle du jeu, notamment Jaité et Cordigné, surtout Jaité. Et d'ailleurs, on peut aussi parler du Partizan où Mathias Le Sort est en train de tout déchirer. Je crois que c'est le top rebondeur de l'Euroleague. Enfin, il a une activité hallucinante. Je crois qu'il s'entend très bien avec Obradovic. Je pense qu'il a sa place en équipe de France devant Poirier. C'est indéniable. Mathias Le Sort fait une saison d'Euroleague. On peut d'ailleurs, ça me permet de redire que je regrette qu'il ne soit pas resté à Monaco, que Monaco l'ait laissé partir dans des conditions un peu étranges. Un Le Sort dans le roster monégasque cette année, ça serait bien utile. Hein. Il a une activité des deux côtés du terrain, c'est incroyable. Donc je pense que pour finir là-dessus, Belgrade et Bologne vont remonter. Je les vois quand même aller se glisser dans les 8 premiers. Je mettrais, alors s'il faut en choisir un sur les deux, je mettrais quand même peut-être plus une pièce sur Belgrade. Mais bon, effectivement, 11-12 pour Belgrade, Bologne et 15 pour Milan, c'est hallucinant. Là, on n'aurait jamais imaginé ça en début de saison. Donc je pense que voilà, effectivement, c'est des équipes qui vont se glisser dans la première moitié. Est-ce qu'ils seront quand même dans les playoffs? Là, ça va être un petit peu difficile. Mais ça va remonter, c'est sûr. C'est pas possible autrement. Ok. Romain, tu voulais rajouter quelque chose ou pas plus que ça? Non, ouais, pas plus que ça. Moi aussi, je pense que ça va remonter. Bologne Partizan, voilà, sur les 2 matchs que j'ai vu la semaine dernière contre Monaco pour le Partizan et au Barça pour Bologne. Non, ça jouait, ça a très bien joué. Donc je pense que ça va remonter aussi tranquillement. Après, il faudra trouver qui va sortir du top 8. Ça, ben, c'est autre chose. moi, j'ai 2 noms. Je Ah. me lance, je vois Kaunas sortir du top 8 et malheureusement aussi Monaco. Malheureusement. Ah ouais. Ouais.
Je sens que Ah ouais, Monaco, ils sont sur une phase un peu difficile, là. Je les sens, je les vois, je les regarde, c'est l'équipe que je regarde le plus et je les vois gagner à chaque fois de très peu. On a parlé du comportement de Mike James. Il Jordan Lloyd y a, qui revient pas. il y a le dossier Euh, Moerman aussi en ce moment à gérer, il paraît. ouais, ouais, effectivement, Moerman qui a On va été voir comment ça se écarté. termine. Alors, on va voir comment ils vont se positionner sur le marché, s'ils peuvent récupérer quelqu'un. Mais je crains un peu, malheureusement, qu'ils soient un peu sur une deuxième moitié un peu plus difficile. Je t'ai coupé, intéressant. excuse-moi. Non, pas de souci. Mais ouais, non, c'est vrai. Je pense que les deux vont remonter. Et c'est dur de savoir s'ils vont faire les playoffs. Là, clairement, à l'état actuel, j'ai moins de doutes pour le Partizan et Bologne que pour Milan, quoi. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué. Je suis déçu pour l'Alba qui soit si bas parce que ça joue vraiment très bien. Leur victoire la semaine dernière contre Baskonia, justement, m'a beaucoup plu. Hyper collectif, super jeu de passe. Quelques joueurs encore qui sortent de Sezou et qui sont vraiment très bons. Bon, après, le Pana, je suis pas étonné. Vu comment ils sont depuis quelques années. Là, soi-disant, ils vont ouvrir les vannes pour le recrutement à base de millions. Je suis même pas sûr que ça va changer. Ça va changer quoi que ce soit. Donc voilà, pas étonné sur ça. Avec le retour de Dwayne Bacon Ouais, en Euroleague. qui fait très mal, hein, qui est Ouais, incroyable, hein, qui fait. c'est Mais bon, un joueur. qui joue un nombre de possessions, enfin, c'est incroyable. Enfin, Ouais, voilà, c'est tout seul. C'est lui contre les ouais, autres, voilà. puis terminé, quoi. Alors après, il est haut dans les stats, mais il prend tellement de shoot, il prend tellement de possessions que je sais pas. C'est ça, J'ai un c'est petit pas doute. terrible. On l'a Ouais. vu pour le derby contre l'Olympiakos, à domicile en plus. Prendre 30 points, et puis dans les grandes largeurs, en n'étant jamais là, sur les sorties de pique, complètement mangé d'un point de vue coaching, les joueurs tous à la ramasse. Enfin, c'était vraiment une catastrophe ce match. C'était waouh. C'était vraiment, il y avait rien à garder, quoi. Ouais, à suivre, mais c'est vrai que cette Euroleague est dense, mais clairement, si on voit pas des clubs comme le Pana ou l'Alba Berlin remonter, je pense que Non, non, ça sera non, non, compliqué. non, ça c'est clair. De même que l'Asvel, Oh malheureusement. ben, ouais, il peut y Ouais, avoir des petits miracles, mais je les c'est vois trop pas. léger. C'est pareil, c'est Ils ont eu trop une léger. jolie phase très étonnante où ils ont vraiment, je pense que le patron avait dû donner un coup de pied dans la Je fourmilière où ils pense. ont enchaîné quelques bons résultats, mais ça retombe un peu. Mm, mm. Ils sont un peu légers, effectivement. La blessure de l'Auvergne est très compliquée à gérer. Ouais, je pense. Ouais. Et au niveau du recrutement, il y a quelques choix qui n'ont peut-être pas été. Il y a des paris qui n'ont pas forcément marché. C'est ça. C'est clair. Ça, c'est pas encore pour cette année, je pense, l'Asvel en Euroleague. Oh non, ça c'est sûr. Bah, vu le niveau cette année, c'est impossible. C'est clairement c'est impossible. D'ailleurs, Même s'ils auraient gagné Victor l'année dernière, enfin cette année, je suis même pas sûr que même avec Victor il y aurait eu quelque chose en plus pour eux. à noter que c'est à mi-parcours, si on compare avec l'année dernière, c'est aussi resserré aussi bien vers le haut, d'en haut qu'en bas, quoi. C'est-à-dire que les équipes du bas de tableau cette année ont gagné plus de matchs quand même que les équipes du bas de tableau l'année dernière. Petite remarque assez incroyable. À la même époque, l'année dernière, Baskonia était 16e, c'était avant-dernier, et cette année, ils sont 3e. Et avec un bilan à l'opposé, ils étaient à 6-11 et là, ils sont à 11-6. Comme quoi, Ouais, c'est dingue. c'est dingue hein, cette Euroleague. Alors, vu qu'on arrive vers la fin de l'émission, j'avais deux petites questions pour vous. Déjà, puisqu'on est entre passionnés, je voulais savoir bah, qu'est-ce qui fait que vous aimez le basket. Je vais commencer par Christophe. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ce sport en fait? Eh bien, c'est parce que alors,
plusieurs choses. C'est un sport d'adresse, c'est un sport collectif. Il faut aimer le sport collectif. Quand on aime le basket, on aime, je pense, les sports collectifs. C'est un sport d'adresse, c'est un sport, et surtout, ce qui moi m'a plu, c'est que c'est un sport stratégique. Voilà. C'est-à-dire que le coaching, le placement des joueurs, les systèmes, ça a une importance prépondérante pour gagner un match. J'adore voir, ce que j'aime le plus, c'est un temps mort où un coach repositionne son équipe, change une défense, met en place des systèmes et voir que ça a une influence sur le jeu. J'ai l'impression que c'est le sport collectif où la stratégie, la tactique a le plus d'importance. Et c'est ce qui me plaît dans ce sport. Et bien sûr, j'aime évidemment aussi les highlights, les dunks, etc., les jolis passes. Je suis plus adepte des très jolis passes que des dunks. Par exemple, les passes aveugles d'un De Colo, pour moi, ça vaut tous les dunks du monde. Donc voilà, c'est un savant mélange d'adresse, de beauté dans le geste du shoot et dans le geste de la passe, et à la fois le côté stratégique, tactique qui me plaît beaucoup. Voilà. Ok. Et toi, Romain? Ouais, pareil, beaucoup de choses ont été dites, hein, le collectif, l'aspect tactique, est-ce qu'à 3 secondes de la fin, à plus 1, il nous reste un lancer franc, est-ce qu'il faut le mettre ou le rater volontairement pour pas prendre au buzzer, est-ce qu'on fait faute, pas faute, c'est voilà, annoncer des systèmes et que si c'est respecté à la règle en faisant confiance, ben on arrive. Enfin, c'est voilà, c'est plein de choses qui fait que j'adore aussi, ouais, sport d'adresse, l'utilisation de ses mains, euh, tout ça fait qu'en effet, c'est pour ça qu'on aime ce sport, quoi. Et puis après, c'est voilà, c'est ça, c'est les salles, c'est beaucoup de monde sur un si petit espace, arriver à tourner entre guillemets tous ensemble, justement grâce à ces comment je pourrais dire, grâce à ces systèmes, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aime, que ce soit en attaque ou en défense, hein, parce que Tout à pareil, fait. hein, avoir un attaquant en face, une petite boîte avec une défense en carré, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est aussi ces aspects-là, la défense de zone. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Je rajouterais juste en ce qui me concerne que c'est d'ailleurs le sport que je pratique et je me serais pas vu pratiquer un autre sport que celui-là. Et d'ailleurs, je comprends pas quand j'ai des coéquipiers qui évoquent des matchs de foot dans les vestiaires à la mi-temps. Moi, je ne me vois pas aimer un autre sport que celui-là, et ce qui explique que je le pratique. L'un va avec l'autre. J'ai autant de plaisir à le pratiquer qu'à en regarder, etc. Pour moi, ça se complète. Voilà. Alors, moi, écoutez, dans tout ce que vous avez dit, il y a plein d'aspects clairement où je vous rejoins, quoi. Je veux dire, c'est ça qui fait que j'aime le basket, moi aussi. Et je dirais qu'à travers mon parcours de passionné, c'est un peu particulier parce que moi, j'ai commencé à aimer le basket à travers la NBA, quoi. Euh, alors, c'était vers le milieu des années 90. Et en fait, c'était plutôt mon frère qui, lui, regardait des matchs de championnat de France, et notamment quand les clubs français étaient en compétition européenne, et notamment l'ASVEL. Donc moi, j'ai connu l'époque où l'ASVEL a été au Final Four, mais c'était pas vraiment ce qui me plaisait le plus. Je préférais, et ça va rejoindre le débat qu'on a après, je préférais la NBA. Je ne voyais qu'à travers le prisme de la NBA. C'était un peu mon point de référence, quoi. Et en fait, c'est de 2002 à 2006, quand j'ai découvert les défaites américaines du Team USA en compétition internationale et que j'ai vu l'Argentine, que là, je me suis dit, il faut que j'aille plus regarder des compétitions euh, mondiales, donc les compétitions internationales et européennes. Parce qu'au début, c'était seulement la NBA, quoi. C'était ça, ou quand je regardais les compétitions internationales, c'était le Team USA. Donc j'étais vraiment dans le côté aspect sport-spectacle, quoi. Je vais pas le cacher. Alors c'est vrai que c'était aussi les années
des Bulls de Jordan, Bah oui. Pippen. Il y avait quand même ce côté un peu collectif, quoi. On mettait en avant un peu des systèmes, l'attaque en triangle. Quand on parlait des stars comme John Stockton, Karl Malone, il y avait le fameux jeu sur pick and roll. Mais il y avait aussi le côté chaud. Et quand j'ai découvert que le Team USA et même l'équipe de France plus tard, quand il va y avoir les joueurs NBA, perdent contre des équipes où il n'y a pas de mecs qui jouent à NBA, parce qu'il faut le dire, quand on se fait taper par les Italiens en 2003 l'Eurobasket pour la dernière place qualificative au JO et qu'on perd donc pour la médaille de bronze, il n'y a pas de joueur NBA dans l'Italie et qui d'ailleurs, les années d'après, va avoir une équipe composée de joueurs NBA eux-mêmes et ils ne gagneront pas. Quand les États-Unis affrontent la Grèce, il n'y a pas de joueur NBA dans la Grèce. Donc voilà, toutes ces choses-là font que moi, je vais aller plus vers un basket, comme vous dites, où il y a des systèmes. Je ne dis pas qu'en NBA, il n'y a pas de système, mais j'ai l'impression que c'est plus du jeu de 1 contre 1, et où vraiment, tu vois un ballon qui circule, tu vois du jeu en mouvement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup mater les pays comme la Grèce, la Ligue Adriatique avec la Serbie notamment, la Lituanie, c'est des pays, tu vois, du jeu en mouvement, que ce soit en attaque ou en défense. Je pense que c'est pareil pour vous, hein, vous aimez vraiment le basket, mais plus le basket européen et notamment l'Euroleague. Oui, bien sûr, ben, ça correspond à ce que je disais. Voilà, effectivement, l'aspect tactique, préparation d'un système, le jeu en mouvement est très prépondérant dans le jeu européen. Euh, et moi, puisque tu évoquais tes premiers contacts avec le basket, moi, j'ai grandi à proximité d'une équipe qui a accédé à la Pro A. C'est le moment où j'ai découvert le basket, c'était Saint-Quentin. Et donc là, j'ai découvert, moi, le basket avec le championnat de France et Pro A, Pro B. Donc, bien sûr, dans le club local où j'avais commencé aussi, mais là, le haut niveau, j'ai découvert donc, ce qui s'appelait à l'époque la Pro A. Enfin non, ça devait s'appeler la National 1 à l'époque, National 1A et 1B. Donc j'ai directement été confronté et vu, j'ai directement vu des matchs voilà, de ce qui est aujourd'hui, ce qui s'appelle aujourd'hui la Betclic Elite. Puis ensuite, j'ai essayé tant bien que mal de regarder des matchs de ce qui ne s'appelait pas encore l'Euroleague, puisque ça passait de temps en temps en deuxième partie de soirée sur les chaînes publiques. Mais bon, c'était très compliqué. Donc maintenant, on a beaucoup plus de facilité pour accéder au match. La NBA, ça a toujours été très lointain pour moi. Je regarde un match de temps en temps. Très peu, très très peu. Ok. Et toi, Romain, en fait, tu as découvert le basket tardivement? J'ai découvert le basket tardivement. J'avais un gymnase en bas de chez moi où il y avait des matchs le dimanche que j'allais voir. Ça a commencé comme ça petit à petit. Évidemment, après est arrivé Canal+, l'effet Jordan, les matchs, les cassettes, les magnétoscopes, se lever à pas d'heure, ça tout le monde a connu. C'est comme ça qu'on a commencé vraiment à s'y intéresser. Dans un premier temps, en effet, NBA. Et puis après, bah, quand l'Euroleague a commencé à être beaucoup plus médiatisée à l'époque de Sport Plus, Pathé Sport, entre autres. Et là, après, bah, où on montre l'aspect des salles, une ambiance de foot, hein, au final, dans les salles de basket pour, pour les matchs en Europe par rapport à la NBA, bah, c'est ça qui fait qu'après, on s'y intéresse beaucoup plus. Parce que ça fait envie, ça fait plaisir. Et puis bah, quand tu joues, toi, le dimanche matin ou le dimanche après-midi, que tu as d'autres personnes en tribune qui te chambrent un peu ou qui te chahutent, des fois, tu peux galérer un peu. Mais quand c'est 20 000 personnes qui te sautent dessus et qui te bronchent dans les oreilles, et puis que les gars arrivent quand même à marquer, défendre et vraiment faire le taf et très bien jouer, bah, ça aussi, ça marque les esprits, quoi. Donc, c'est aussi pour ça qu'on regarde, quoi. Ok. Bah écoutez, pour finir, euh, je voulais qu'on parle, on a évoqué la NBA, je voulais qu'on parle de ce qui fait beaucoup débat en ce moment, voilà, c'est les grosses perfs qu'on a vues, avec notamment le triple-double de Doncic et ses 60 points, les 71 points de Donovan Mitchell également, parmi toutes ces grosses perfs, et puis le jeu de plus en plus offensif qu'on voit en NBA.
Je voulais voilà votre avis et est-ce que pour vous en Europe, même si c'est un basket qui est différent, vous pensez qu'on est aussi dans un jeu qui est plus offensif qu'à une certaine période? Je vais quand même demander son avis à Romain pour commencer. Est-ce que toi, ça te surprend un peu, t'es dans la stupéfaction quand tu vois ces grosses perfs NBA, ce jeu plus offensif? Euh, Stupéfaction. Alors, oui et non. Oui et non, dans le sens où au final, euh, on facilite ces 50, ces 60, ces 71 points au final, ou ces 40 points, ou ces 35 points. On le facilite dans le sens où les règles sont pas les mêmes et le temps de jeu est pas le même non plus. 8 minutes de temps de jeu, c'est comme si on rajoutait un quart temps de plus au final. Donc au lieu d'avoir 40 minutes de temps de jeu effectif, c'est comme si on en avait quasiment 50, quoi. Déjà, rien que ça, c'est normal, ça amène plus de jeu, plus de lancers, plus de shoot. Et puis bah, après, les règles sont différentes dans le sens où il n'y a pas le droit à de l'aide défensive. Et donc, du coup, ça veut dire que ça laisse la place au spacing et au 1 contre 1 à gogo. C'est-à-dire que t'es passé, bon, bah, tu as une chance sur deux d'être tout seul au panier, ou éventuellement, s'il y a quelqu'un qui arrive de tu sais pas d'où, tu fais une passe, et puis ça va shooter en moins de 10 secondes. Donc tout ça fait que ces performances, bah oui, ok, il faut les mettre les 71 points les 60 points de Doncic, et ça oui, je l'entends parfaitement, mais ces règles aident justement à aller dans ce sens-là. Quand en Europe, on fait 4 fois 10 avec moins de temps mort, donc moins de temps de récup, les joueurs sont plus fatigués, aussi également par rapport au nombre de temps morts qui est énorme en NBA. Il n'y a pas de règle de 3 secondes en défense. Il y a le droit à la défense de zone. Quand Mac James prend une boîte sur 40 minutes, bah moi, ça me plaît, quoi. C'est-à-dire que les gars ont trouvé une tactique pour arrêter le, le meilleur scoreur. Il va s'en plaindre, ça lui plaît pas, mais bon, bah voilà, c'est la culture européenne. Il faut prendre un peu de défense de zone, et ça arrive, quoi. Donc, c'est comme ça, quoi. Est-ce que après en Europe va vers ce chemin-là? Bah, je pense pas, parce qu'on le voit bien. Des fois, tu fais une attaque de 1 contre 1, tu récupères le ballon, tu remontes tout le terrain, tu t'arrêtes à 3 points en première intention, tu fais ça et c'est Zelchko Bradovic qui est derrière, tu le mets, pas de problème, mais il va te dire attention, c'est la dernière fois que tu fais ça, tu le rates, tu sors, et puis tu sors pour un petit paquet de minutes. Maintenant, après, on voit qu'avec le jeu de Baskonia, par exemple, cette année, qui fait quasiment 500 shoots à 3 points à mi-saison, bah, il y a des coachs qui sont pas frileux justement par ça et qui laissent vraiment la place libre à l'attaque, aux 3 points, aux 3 points à gogo aussi, quoi. Donc voilà, je dirais que je suis pas, voilà. Je vais regarder par curiosité évidemment les highlights sur YouTube pour voir comment ça a été fait. Et encore, on voit pas les shoots ratés ou les shoots forcés. Mais quand on regarde, c'est pas trop le mérite du point. Il y a des shoots qui vont mettre qui sont hyper difficiles, mais quand il y a 20 000 personnes en tribune, ça saute dans tous les sens, et que tu fais une perf à 15, 20 points au Pada par exemple, ou aux Partisans de Belgrade la semaine dernière, comme contre Monaco, ou dans le 4e quart-temps, c'était le feu, ils étaient tous torse nus dans les virages, qui hurlent, qui sautent, qui sont même à 2 doigts de rentrer sur le terrain. Dès que, bon, je parle du premier rang, les fameuses places à 500 000 euros, on ne verra jamais ça en NBA pour contester une décision arbitrale à domicile, où même les gens du public agressent limite les joueurs et les arbitres en leur disant vraiment ce qu'ils pensent, parce que voilà. Ouais, faut les mériter, ces points-là, dans ces ambiances-là. Donc, je suis pas, voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de NBA par rapport à tout ça. Je préfère nos bonnes vieilles règles à nous, et puis bah, des fois voir des matchs
à 60 points, ça peut être pas mal. Alors, les matchs, juste avant de laisser parler Christophe, les matchs à moins de 60 points, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère plus les matchs un peu plus offensifs dans le basket européen. Mais en ce qui concerne la NBA, c'est vrai que des fois, moi, par rapport à la NBA que j'ai connue à l'époque, on peut s'interroger. Bon, moi, des fois, je suis un peu ironique sur la question. Voilà, des fois, quand je vois les grosses perfs, je me dis, mais c'est monstrueux, quoi, les mecs. C'est des perfs qu'on n'a jamais vus. Ça va se banaliser avec le temps. Il n'y a jamais eu autant de perfs à 40, 50 pions. Et de l'autre côté, je me dis, de toute façon, les mecs à NBA, ils n'ont pas la même mentalité qu'en Europe. Aux États-Unis, quand tu arrives dans le basket pro, alors le côté chaud, ça, c'est pas nouveau. Je pense que ça a été instauré dès la création de la ligue, quand ils ont inventé le All-Star Game, quand ils ont inventé les concours de dunk, tous ces trucs-là. Il y avait eu la NBA aussi à une époque, la ligue concurrente de la NBA, qui avait ce côté chaud et qui plaisait plus aux États-Unis. Donc je pense que tout ça, c'est pas nouveau, mais chez eux, il y a la notion de défi personnel. Les mecs se disent, bon ben, je vais prendre ce gars-là, que ce soit, je vais soit défendre sur lui, ou que ce soit même en attaque, faut que je sois meilleur que l'autre. En Europe, c'est différent. Les coachs ont une approche, quand tu regardes les pays de basket, la Grèce, voilà, Serbie, Lituanie, où les joueurs se fondent dans un collectif. Et je veux dire, c'est là où c'est différent. C'est là où moi, quand j'ai commencé à regarder les compétitions européennes et quand j'ai vu les défaites du Team USA dans les compétitions internationales, tu te rends compte que à partir du moment où un joueur, tu lui parles de défense, il va forcément venir en aide, il va forcément faire des prises à deux. Euh, En attaque, c'est pareil, on va vouloir absolument partager le ballon. Et c'est là où je me retrouve un peu plus désormais dans le basket européen. Après, la NBA, je continue à regarder. Il y a des trucs qui me choquent carrément. L'arbitrage, ça siffle plus les marchés. Euh, des fois, je me demande si certaines stars sont pas favorisées, même par les arbitres. Mais je continue à regarder parce que je pense effectivement que les mecs sont forts. Suffit de voir Doncic et Durant en compétition internationale, c'est des extraterrestres. Et je pense également que on parle de jeu offensif. En Europe, tu vois quand même un peu plus de jeu offensif ces dernières années. Tu peux avoir des matchs défensifs, mais j'ai regardé la BCL il n'y a pas longtemps. Le Colombien Brian Angola, il claque 41 points. Il y avait eu Kiefer Sykes il y a quelques années dans la même compète qui claquait 41 points, plus de 40 pions. Quand tu regardes l'Eurobasket, ben, pareil, hein, Doncic, Markkanen, Antetokounmpo, ils ont claqué des gros cartons. Donc oui, je pense que avec les méthodes de prépa, de nutrition de maintenant et tout, qui sont différentes d'il y a 20 ans, les mecs paraissent beaucoup plus frais et dès qu'ils ont un coup de chaud, alors là, ils te sortent des gros cartons. Mais c'est vrai que ça paraît délirant de se dire qu'il y a des records de Will Chamberlain qui vont tomber, quoi. Ça paraît ouf. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais voir sur certaines actions un peu plus de pressing défensif. Je me dis aussi que peut-être le fait qu'il y ait 82 matchs, ça joue aussi. Maintenant, on voit plus de blessures, même en Euroleague. On voit les coachs sur NBA qui parfois veulent reposer les stars sur certains matchs. Est-ce que c'est un manque de respect envers le public? Je ne sais pas, mais peut-être faudrait réduire un petit peu le nombre de matchs en saison. Enfin, il y a un peu de tout ça, mais c'est une ligue que j'aime bien. Ça reste quand même une ligue à part. Il y a les meilleurs talents, mais il y a eu une évolution du basket. De toute façon, ça il faut se le dire. Bah voilà, je vais te demander ton avis, Christophe. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai jamais été très fan de NBA, même si bon, j'en consomme un peu, je regarde un petit peu, mais c'est pas ce genre de statistiques là, c'est récemment qui vont me donner envie de regarder, hein. Je veux dire, moi, si euh, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, voir qu'un joueur va prendre autant de tickets shoot et va monter à 70 points, ça me rend pas le match plus excitant, en fait. C'est- Quand on aime le basket, pour moi, on aime le jeu collectif, on aime les passes, on aime se partager le ballon, et voilà. Euh, j'ai l'impression que là, on est dans une période en NBA où vraiment on essaie d'exploser. C'est un peu une course à l'échalote. Je me demande si c'est pas justement un moyen de faire le buzz, un moyen de faire un petit peu parler de soi. Comme en fait la saison est longue et que c'est un petit peu ennuyeux tous ces matchs, ça permet de faire du buzz. Donc
de faire de l'argent. Et donc ça peut être aussi une consigne donnée par les franchises pour faire un petit peu parler d'elles. Parce que 70 points, ça me paraît quand même incroyable. Si on ramène ça sur 40 minutes, là, vous évoquiez des joueurs qui sont capables en Europe de mettre 40 points ou en FIBA. Si on ramène les 70 points si on fait une règle de 3 et qu'on ramène ça sur 40 minutes, ça fait quand même 58 points. Plus de 58 points par match. Donc, ça me paraît inimaginable, par exemple, en Euroleague, de voir un joueur qu'on le laisse shooter au point que son compteur arrive à 58 points. Je ne pense pas que c'est pour demain une telle performance. Donc, je pense qu'en NBA, c'est un petit peu une mode, c'est un peu voilà, quelque chose d'anecdotique dans la saison. On avait déjà Harden qui pouvait monter régulièrement entre 40 et 50. Mais là, les 70 points là, de Donovan Mitchell, je crois, et d'autres, pour moi, j'ai l'impression que c'est un contrat, c'est quelque chose qui est décidé avant le match. Bon, toi, tu auras tous les tickets shoot, tu vas essayer d'en mettre un maximum. Si ça rentre, tu continues à allumer, allumer, allumer. Et comme en face, ça défend pas trop, hein, parce que c'est la NBA, et surtout la saison régulière, bah, le compteur monte. Ce sont d'extraordinaires attaquants, ils sont très très adroits, donc si c'est un bon soir, finalement ça monte, mais est-ce que c'est du basket? Je suis pas sûr. Pour moi, est-ce que ça s'apparente pas à un concours de 3 points comme au All-Star Game? Bon, une vraie défense, on verrait pas en Euroleague un joueur qu'on le laisserait jamais shooter autant. Enfin, c'est pas possible, c'est pas concevable. On ferait une box and one, on défendrait plus fort. Ça paraît très 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 compliqué. Donc pour moi c'est un phénomène qui est en dehors du basket. Voilà. Bah, après, il y avait eu quand même, il y a 2 ans, Shane Larkin qui avait fait, je crois, une perf à 49, il me semble. Je crois que c'était ça, oui, je sais plus. 48, 49. Mais bon. C'est vraiment très très rare. Enfin, Ouais, on n'a même pas un score comme ça par saison. ça dépend. En Europe, j'ai l'impression que. Bon, il y a eu les époques où il y avait les joueurs qui n'ont pas joué à NBA, Nick Gallis, Oscar Schmidt, Hervé Dubuisson. C'était plus dans les années 80, ça. Ensuite, il y a eu les années 90 où tu avais des finales d'Euroleague ultra défensives. Moi, c'est pas trop mon truc, mais. Et j'ai l'impression quand même que dans certaines compètes ou pour certains matchs, tu peux avoir quand même des cartons offensifs. Mais c'est vrai que c'est plus rare. Alors après, il y a la question de l'utilisation aussi du shoot à 3 points. Même en Europe, j'ai l'impression que ça shootait un peu plus à 3 points Oui, qu'avant. ça c'est sûr, c'est sûr. Donc, quand tu vois même des big men qui s'écartent pour shooter de loin, c'est vrai que pour moi, avec les shoots à 3 points, le volume de scoring, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, à NBA, je pense que c'est différent. Je pense aussi que on dit qu'il y a plus de talent par équipe. C'est vrai aussi. Quand tu vois le nombre de joueurs qui font qu'une année d'université maintenant aux États-Unis, quand tu vois les joueurs européens qui viennent chercher de plus en plus jeunes, forcément, ça grossit les rangs du nombre de talents qui se retrouvent en NBA. Après, c'est un basket qui est différent. Je voulais ajouter deux petites choses. Monclar était interrogé dans l'émission NBA Extra sur justement ses perfs et sur l'éventuel manque de défense en NBA. Et il disait que pour lui, en fait, c'était dû au fait que les attaquants sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus forts parce que beaucoup plus rapides. Ça s'entend, mais j'ai envie de dire aussi que les défenseurs sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus physiques qu'avant. Donc, on pourrait penser que ça s'équilibre euh, dans l'hypothèse où le défenseur a envie vraiment de gêner le joueur en face, ce qui n'est pas toujours le cas quand on regarde du basket NBA. Et puis, je voulais juste rajouter que je mets Doncic à part. Doncic, pour moi, quand on a tendance à user de superlatifs quand on parle des joueurs NBA, mais lui, il est encore sur une autre planète. Enfin, ce joueur, ce jeune joueur, pour moi, il va exploser. Tous les, toutes les stats, s'il ne se blesse pas, il finira plus haut que n'importe qui. Il est trop fort.
il a tout en magasin et je pense pas que ce joueur, et on l'a vu en FIBA cet été, il est inarrêtable en FIBA. Donc j'ai envie de le mettre à part. On va voir comment ça va évoluer, mais j'ai l'impression que lui, quel que soit le contexte, il est capable de faire d'énormes perfs. Euh, voilà. D'ailleurs, lui aussi préfère regarder l'Euroleague, hein. Il a déclaré ça il y a quelques jours. Donc c'est assez rigolo d'imaginer que Doncic à Dallas là regarde les matchs d'Euroleague comme nous. Donc, Ouais, et puis, tu vois, juste pour ajouter, mais ce qui me tue, moi, c'est ce que je comprends pas, c'est quand les mecs défendent sur lui, alors déjà que ça défend beaucoup en 1 contre 1, les mecs mordent aux feintes, quoi. ouais. Les mecs mordent aux feintes. Au bout de 40 matchs, quand même, tu sais quand même que Doncic, il va faire ça, il va te faire cette feinte-là en allant au panier. Non, les mecs mordent aux feintes, quoi. C'est ça qui me surprend, moi. Mais pour moi, il est hallucinant parce qu'on voit bien avec la Slovénie, il rend très fort des joueurs qui sont moyens en fait. Les joueurs qui sont autour de lui, ce sont des joueurs bon, qui sont très très honnêtes. Mais je vois par exemple un Mike Tobey qui a fait des stats incroyables avec la Slovénie. Euh, il était question qu'il soit coupé à Barcelone. Donc, non seulement il est très fort intrinsèquement, mais il rayonne sur son équipe comme je pense personne n'est capable de le faire. Donc, on va attendre encore avant de s'emballer définitivement, mais il est, euh, pour moi, il vient d'une autre planète ce joueur. Ok. Romain, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ouais, Doncic sur une autre planète. Forcément, pour la NBA, il a le jeu qui s'y prête. Oui, ça va régaler à gogo pour les rebonds, les passes D et puis le point, parce que évidemment, il est fort attaquant. Et puis des fois, quand il est bien pris, on l'a vu cet été, contre la Pologne, voilà, et des fois il peut galérer en Europe. Ouais. Mais même contre la France, on l'avait un peu bloqué. Hein. Voilà, contre la France aussi, parce que ces règles sont différentes. Tu peux faire plus d'aide, tu peux faire de choses. Ça hache un peu plus le jeu, des fois, par rapport à ce principe de faute ou de faute intelligente, comme on dit, pour éviter de marquer. Mais oui, donc oui, c'est sûr que voilà, pour les années qui arrivent, c'est sûr que ça va être la folie. La question reste ouverte. Est-ce qu'un Donovan Mitchell pourrait mettre 58 points un soir en Euroleague? Je suis pas sûr. C'est À intéressant. l'extérieur, je pense pas. Elle est Si on intéressante voit ta l'ambiance question du Pana, mais c'est vrai elle est intéressante. Ouais. parce que déjà, faut voir sur 48 minutes, mais en Euroleague, 40 du coup. ouais, Bah, mais du coup, oui, Et du coup, oui. si tu fais 70 ramené à 40 minutes, ça fait 58 points. Ça paraît Ouais, voilà. démentiel. voilà. Mais je me dis déjà, oui. si un match d'Euroleague durait 48 minutes, est-ce qu'il en scorerait autant? Maintenant, moi, j'ai peut-être un petit élément de réponse. Je pense qu'il pourrait peut-être faire un carton sur au moins 2-3 matchs. Mais je me souviens de d'Iron Williams, moi, quand il était venu en Europe. Alors, c'est vrai que c'était pas en Euroleague, mais dans un match de Coupe d'Europe, je crois que c'était contre le club allemand de Göttingen. Alors, c'était une C3, c'est vrai. Il claque 50 points quand même. Et après, j'ai regardé ses matchs dans le championnat turc. Il fait pas des cartons genre 40 points, mais il met quand même 28, 29, 30 points. Donc, je pense quand même que ça serait un super joueur, moi. Euh, il est quand même à noter que donc moi je vous disais que j'ai suivi le basket dès le tout début des années 90 et les joueurs américains qui venaient renforcer les équipes européennes étaient là pour marquer beaucoup de points. Il n'était pas si on regarde les stats des meilleurs joueurs, les meilleurs marqueurs des championnats de France, on avait des joueurs à 25 points de moyenne, maintenant, un bon Américain avec un cursus plus élevé que ces joueurs-là, parce que maintenant on voit arriver en Europe des joueurs avec voilà avec un bon pédigré entre guillemets, qui ont joué en NBA plusieurs années. On a
on n'a pas de joueurs qui mettent 25 points de moyenne. Un très bon joueur en Europe, il n'a pas des stats comme ça. Il n'a plus des stats comme ça. Donc ça va un petit peu dans l'autre sens. Ça va un petit peu à l'opposé de cette envolée des scores qu'on a actuellement en NBA. Disons Donc je reviens à ma question. Donovan Mitchell, je ne le vois pas mettre 58 points en 40 minutes un soir d'Euroleague. Disons qu'il peut y avoir des cartons en Europe, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis aussi là, parce que ce que je trouve énorme, tu vois, avec l'Euroleague, c'est que, alors évidemment, comme il y a de plus en plus de talents qui grossissent la NBA, tu peux récupérer des super mecs comme Satoransky, Vesely, des gars comme ça, Mm. mais ils ont réussi à se réinventer, tu vois. Tu as l'impression que des fois, sur certains matchs, l'intensité défensive, c'était des fois des trucs que tu voyais pas avant, même si dans les années 90, tu avais des matchs très défensifs. Tu as l'impression qu'ils ont réussi à la fois, par exemple, quand ils avaient des joueurs, quand ils ont des joueurs qui partent en NBA, ils arrivent toujours à se réinventer, tu vois, parce qu'ils jouent un jeu plus collectif, tu vois. Et c'est ça que j'admire, moi. Parce qu'après, après, tu sais, regarde Kevin Durant. Vous parlez de Luka Doncic, Kevin Durant. Moi aussi, pour moi, c'est un extraterrestre, le mec, hein. Alors, c'est vrai que j'irais peut-être pas mettre Donovan Mitchell dans cette case-là. Et même si à la Coupe du Monde 2019, il a claqué 29 points contre nous quand on les a battus. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas non plus du niveau de Doncic ou de Kevin Durant. Mais pour moi, c'est pas non plus un joueur, comme on dit en anglais, random en NBA, Donovan Mitchell, hein. C'est un super joueur. Est-ce que c'est plus une star, une superstar? Moi, j'ai envie de dire superstar déjà. Mais est-ce qu'il sera, j'allais dire, est-ce qu'il sera Hall of Famer? Il le sera sûrement. Mais c'est pas Doncic, c'est pas Durant, je sais pas trop comment le situer en fait. Je regarde là les meilleurs marqueurs d'Euroleague. Il n'y en a qu'un seul à au-dessus de 20 points de moyenne. C'est Bacon, on en parlait tout à l'heure, là, justement, en plus qui a fait que quelques matchs finalement, et qui a tous les tickets shoot, qui arrose. Donc, Et en 12 matchs. Voilà. Je suis dessus aussi, en 12 matchs. C'est-à-dire que le deuxième meilleur scoreur, c'est Clyburn, qui a fait les 17 matchs, et il est à 2 points de moins, il est à 19, quoi. Ouais. Donc on va quand même vers une homogénéisation des stats entre les joueurs étrangers et les joueurs locaux. Il faut regarder au Betclic Elite aussi, si on veut, mais je suis pas sûr que les meilleurs marqueurs américains en Betclic Elite mettent autant de points, en fait. Je suis pas sûr. Et Ouais. je regardais par curiosité la meilleure perf de toute l'histoire en termes de points marqués sur un match, et c'était Shane Larkin, il y a 2 ans, Ouais, donc c'est ce contre le fameux. Bayern, quand met 49. Oui, c'est ce fameux match. Et Oui, je l'ai vu. après, finalement, c'est entre 40 et 41 points. Et ça date de 2001, 2013, Ah ouais. 2019. Tyrese Rice contre le Pana, quand met 41. Voilà, il y a eu Mark Selius avec Juan en 2007, quand met 40 contre le Fener. Donc c'est presque une Ford. exception, cette performance de Larkin. Ah oui, elle était. Ouais, parce qu'au final, avant cette perf, c'était la plus récente, c'était Tyrese Rice contre le Pana avec 41 points, et c'était la même année en fait aussi. Que 49-41 la même année, et après la meilleure perf, c'était Bobby Brown de Sienne, Sienne, ouais. qui est contre le Fener, c'était en 2013 qu'on avait mis 41. Donc au final, là, il y avait 6 ans d'écart entre 41 enfin, les deux 41, quoi, 2013-2019, et puis les 49 points de Shane Larkin. C'est bien que vous le fassiez remarquer parce que j'ai l'impression qu'en fait en Europe, quand il y a des grosses perfs, c'est plus dans les compètes parfois de deuxième ou troisième catégorie. La BCL, j'ai regardé, il y a eu quand même 5 cartons à plus de 40 points depuis sa création. Donc c'est pas rien non plus. Mais c'est vrai que c'est plus rare. Et puis l'Euroleague, oui. De toute façon, ça reste la C1 en Europe et c'est là où tu as le plus de. C'est là où ça défend le mieux. Enfin, je veux dire, le niveau est plus élevé même que l'Eurocup et la BCL, clairement. Donc, je pense que c'est pas étonnant de voir peu de matchs, peu de grosses perfs comme ça, même si ça reste toujours incroyable de voir ce genre de perfs individuels. Il y a 4 joueurs qui ont mis 40 points
juste pour terminer, 4 joueurs qui ont mis 40 points, 5 joueurs qui en ont mis 41 et Shane Larkin qui en a mis 49. C'est tout. Et il n'y a aucun doublon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a juste Shane Larkin qui a mis 40 points et 49 points. C'est le seul joueur qui revient 2 fois dans ses top stats scoreurs. C'est vraiment un soir de folie en fait. À l'Eurobasket, si on parle des compétitions FIBA, bon, c'est vrai que Doncic, vous en avez parlé, c'est un truc de ouf, mais il y a quand même eu Markkanen, je crois, qui a claqué 40 points, et Antetokounmpo aussi. Donc, c'est plus rare qu'en NBA, mais je dirais pas que... En Euroleague, dans le contexte Euroleague, je dirais que c'est peut-être encore plus rare. Mais dans les compétitions internationales ou en Europe, dans des compétitions genre C2, C3, je pense que c'est moins rare qu'avant, moi. Après, il faut voir aussi à l'Eurobasket quelle équipe c'était en face aussi. Ah ouais, c'est pas faux non plus, lui. Bon. L'arbitrage joue beaucoup aussi. Hein. Tu m'en parlais, je crois que c'était toi qui m'en parlais, Christophe, une fois. Tu te demandes si les stars ne sont pas parfois avantagés par l'arbitrage. Bien sûr, oui, je pense. Oui. Je pense que c'est un soir où tout le monde est d'accord. Je reviens sur les 70 points NBA. Je pense que c'est un soir où tout le monde est d'accord pour voir ce genre de performance. L'équipe se met au service d'un joueur qui, entre guillemets, a été choisi pour voilà. Parce que ces équipes NBA sont truffées d'excellents attaquants. On peut pas imaginer. Si nous on joue un match le dimanche matin et qu'on est plusieurs à savoir marquer des paniers, on va pas prendre tous les shoots, on va se partager la balle. C'était quelque chose de naturel dans un jeu quand il y a plusieurs attaquants. Et là, vous avez 5 attaquants sur le terrain, 5 joueurs qui peuvent marquer. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un joueur qui marque 70 points. Hormis le fait qu'il y a un consensus au départ pour que ça puisse se passer. C'est ma conviction. Moi, je pense qu'il y pensait lui-même parce que regarde, peu de temps avant, Doncic claque 60 points. Et ce qui est marrant, c'est qu'en début de saison, j'avais commenté les deux joueurs à travers un tweet. Ils avaient tous les deux battu des records de Chamberlain, mais je crois que c'était sur des matchs successifs. Donc je pense qu'il s'était mis en tête quand même de battre ce record. En voyant Doncic claquer 60 points, il s'est dit je vais en mettre 71. Ah non, mais j'en suis sûr, il y a une course à l'échalote là, en ce moment, ça c'est clair. Clairement. Je vous dis à plus pour de prochains épisodes. Allez. Salut. Ciao.